Bonne journée à toutes et à tous. Vous êtes de nouveau chez Bonjour Chérie sur IRM.radio. Avec nous, c'est moi, Olga, créatrice des cours en ligne Bonjour Chérie, des pratiques pour les femmes, comment séduire et se comporter avec les hommes. Avec moi aujourd'hui, Katia, qui va nous révéler les secrets, comment bien gérer votre budget, surtout aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le sujet d'actualité. Effectivement. Bonjour, tu vas nous donner quelques astuces, des conseils. Également Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud. Il y a une colonie de Russes ici. C'est bien. Oui, on envahit. Donc Arnaud va nous donner envie de partir en vacances pour trouver votre amour. Exactement. On attend avec impatience. Et toujours avec nous Tekos qui va nous assurer le bon son et bonne image. Tu vas bien? Tu vas rester silencieux aujourd'hui parce que sinon ça va être horrible. Bon, je vois que tout le monde est en bonne humeur. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les mots d'ordre, aujourd'hui, c'est le confinement, isolation, la distance. Et si je vous dis les frontières personnelles, qu'est-ce que c'est pour vous en termes mentalement, psychologiquement? C'est quoi les frontières? Je suis venu pour écouter justement parce que j'ai regardé le sujet, je ne savais pas ce que tu voulais dire. Quoi, les frontières, Les frontières, oui. Personnelles. Personnelles. Ah, eh ben écoute, c'est les frontières personnelles, je sais pas. Katia, Faut avoir un passeport, non? Comment ça marche? Sport? Non, un passeport. Un passeport. Ah, un passeport. Il faut avoir Est-ce qu'on a besoin d'un passeport? Justement, les pour frontières traverser personnelles. les frontières. Après, en couple, je ne sais pas s'il faut un passeport pour aller dans les frontières personnelles de l'autre. Mais Un visa peut-être. Un visa, peut-être. Je ne sais pas, Katia, pour toi, les frontières personnelles, comment tu définis? C'est notre propre limite, notre code de comportement de nous-mêmes et aussi pour les autres, comment les autres doivent se comporter avec nous. Vous connaissez votre frontière apparemment, vous êtes des douaniers apparemment. Oui. Moi, je dirais qu'on peut donner beaucoup de définitions, ça dépend aussi de nos pensées et de nos croyances, mais moi, je dirais les frontières personnelles, c'est ce qui est permis à faire avec vous. Globalement, c'est ça. Ça peut être en termes physiques, par exemple la distance physique, c'est vrai que quand on a quelqu'un inconnu qui s'approche trop, on se sent mal à l'aise. Ça peut être la distance émotionnelle, si parfois on a envie de rester seul, exprimer nos émotions, on a droit aussi. Ça peut être intellectuel. On a le droit d'avoir nos opinions, nos valeurs et personne ne peut nous interdire ou dire que c'est pas bien ce que vous pensez. D'ailleurs, chez Bonjour Chérie, on est très libre pour les opinions. Ça peut être les frontières matérielles. Et d'ailleurs, on va parler tout à l'heure de budget, comment gérer le budget en couple. Et également les frontières sexuelles, parce que je pense en couple, c'est aussi important ne pas penser qu'au plaisir pour ton partenaire, mais aussi pour toi. Donc les frontières, ça peut être, on peut voir que quelqu'un peut les franchir, ça peut être au travail ou avec les amis ou même dans un lieu public. Est-ce que pour vous, ça arrive que quelqu'un rentre dans vos frontières et où est-ce que ça vous arrive le plus souvent? Peut-être au travail, dans les relations avec quelqu'un? Au supermarché, quand quelqu'un se met directement derrière et il te pousse. Il te presse. Tu sens qu'il respire derrière tes oreilles. C'est ça. Oui, c'est la distance physique. Il y a des gens qui ne les respectent pas. Arnaud, pour toi, est-ce que tu sens parfois que quelqu'un franchit tes frontières, tes limites personnelles, que ça te met... Ça me dérange pas. Ah bon? Oui, ça me dérange pas. On peut tout faire avec toi? Oui, tout. On peut Après, ça peut être quelque chose qu'on peut faire mal, ou je sais pas, on peut t'appeler toute la journée à n'importe quelle heure, ou même la nuit. Ah, ça me dérange pas. Ah, oui, d'accord. On peut essayer une fois de temps en temps, si c'est effectivement tous les jours. Une fois de temps en temps. Mais une fois de temps en temps, il y a quand même les limites. Tu me dis, tiens, il faut faire Bonjour Chérie, une émission à 4h du matin. Tiens, hop, tu peux m'appeler, je vais venir. Ça, c'est la motivation. Voilà. Oui, mais c'est une éthique. Hein? Téco, est-ce que ça t'arrive que quelqu'un franchit tes frontières? Non. Oui, on t'entend pas beaucoup. Ah oui. D'accord. Donc, mais je pense que dans la vie, c'est vrai que chacun peut se retrouver dans la situation où forcément quelqu'un ne respecte pas nos limites. Et même dans un couple, c'est ça ce qui est le plus dur parfois. Jusqu'à où on peut aller en fait. Quand on vit ensemble ou même si on sort ensemble,
Est-ce que vous préférez, par exemple, vous les garçons, est-ce que vous préférez une fille qui est vraiment très ouverte avec vous, qui peut vous confier tout, même tous ses problèmes, tous ses soucis, les angoisses, ou vous préférez quelqu'un mystère qui va garder un point de... qui va un peu cacher les choses? Ah, moi, j'aime pas le côté mystère. Ah oui. Oui. Alors, au début, c'est mystérieux pendant quelques temps, mais normalement, au bout d'un certain temps, normalement, ça se dévoile, en général, je pense. Mais en même temps, si elle va te confier tous ses problèmes, les soucis, elle va te dire Arnaud, j'ai mes collègues si qui m'embêtent au travail. Si c'est les miens, c'est moins grave. Ah, tu vois, tu parles Voilà. de tienne. Moi, j'aime bien qu'on parle de moi. Donc, c'est toi qui vas franchir ces frontières. Oui, là. exactement. J'ai frontières. Ah bah oui. Mais c'est aussi la confiance. Si on ne peut pas se confier à quelqu'un de proche. Bah oui, c'est ça. Ou mais à quel point on peut se confier? Est-ce que aussi ça peut être embêtant pour l'autre personne de lui confier tout parce que ça va peser aussi sur lui et ça peut être lourd pour l'autre justement. Ça dépend qui est psychologue. Ça dépend si c'est lui ou elle qui est plus que psychologue. En général, c'est rare d'avoir les deux qui sont psychologues. Il y en a un sur les deux en général, je pense. Donc confiez-vous chez Bonjour Chérie. Ici, on est psychologue. Et c'est gratuit. Alors, Técos, toi, tu préfères une fille mystérieuse ou quelqu'un qui peut te tout confier? Ou un chien qui te fait confiance à 100%. Moi, c'est Team Chat, déjà. Je sais pas. J'ai pas d'avis. Non, sur le coup, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis du tout. Non, j'ai pas de préférence. Là-dessus, j'ai pas de préférence. Ça dépend de la personne. Moi, à mon avis, dans un couple, on peut confier les choses à quel point l'autre personne est réceptive, en fait. Parfois, c'est vrai que ça peut être tout, si la personne vraiment accepte, mais parfois, il faut vraiment garder son jardin secret, comme on dit, et ne pas aller trop loin, parce que beaucoup de choses, on peut les travailler à l'intérieur de soi. Tu penses qu'il faut cacher certaines choses? Pas cacher, mais ne pas tout dire vraiment, ne pas tout... oui. Mais c'est pas la même chose, cacher et ne pas dire, je pense. Mais c'est vrai que, par exemple, si on arrive à la maison, on enlève les chaussures sales. Pourquoi on amène des fois à la maison tout ce qui était pas tout ce qui était désagréable sur la route? Ouais, je suis d'accord avec ça. toi. Peut-être on peut laisser aussi derrière la porte et tout de suite changer et parler pour de belles choses. Pour partager ses peines ou ses excès ou ses côtés contents. Peut-être après. Il faut le partager. On a envie, tiens, ça fait 2 jours je vais pas bien. Hop, tiens. Bah écoute, je vais le partager. Tiens, gère mes problèmes. Tiens, voilà, non, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'une épaule. J'ai besoin d'une épaule qui... Non, je vois pas où est le problème. Je préfère ne rien dire, en fait, derrière, ou dire que le côté positif. Moi, je et le côté négatif, tu dis rien, tu restes dans ton coin. Personnel, il faut en parler, mais quelque chose qu'on a vu, par exemple, quelque chose pas hyper agréable, un oiseau mort ou quelque chose, peut-être c'est plus simple d'oublier, de ne pas y penser, de ne pas revenir dans nos pensées, de ne pas parler de ça avec notre conjoint, parler de quelque chose de plus agréable. Oui, de parler plutôt du ciel bleu qu'on a vu, un joli bâtiment. J'aime bien ça. Moi, j'ai vu un avis de psychologue, ils disent que tous les analyses, les critiques, les doutes, les avis dépragés qui peuvent nourrir votre couple, vous pouvez les partager. Sinon, il faut vraiment, avant de partager quelque chose, de confier un secret à votre partenaire, il faut vraiment se dire avec quelle motivation je le fais. Est-ce que ça va vraiment nourrir notre couple ou c'est juste que je veux me décharger de certaines tâches ou c'est juste que je ne veux pas prendre la responsabilité, voilà, je veux le mettre sur les épaules de mon partenaire. C'est ça aussi, je pense qu'il faut... Mais des fois, on partage, on n'a pas besoin que quelqu'un va résoudre notre problème, on a besoin juste de partager. Comme ça devient moins lourd. Juste émotionnellement. Après, ça peut être la personne de l'extérieur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous vivez ensemble. Un psychologue? Un psychologue aussi, mais ça peut être un collègue ou un ami de confiance, quelqu'un... C'est-à-dire que tu donnerais ça à ton petit copain, tu préfères cacher, et par contre, aux collègues, là, à ce moment-là, tu pourrais te décharger à côté. Non, c'est quand même particulier. Ouais. C'est particulier. Non, c'est que je propose de se poser la question, est-ce que ce que je veux partager, ça va faire du bien à notre couple ?
Si par exemple tu partages avec lui, je sais pas, tes problèmes d'enfance, est-ce qu'après il ne va pas avoir une image de toi que tu es quelqu'un de problématique? Est-ce que tout de suite tu vas pas... Ça dépend du collègue que tu connais ou pas. Oui. C'est toujours pareil. Si je parle de partenaire, est-ce qu'il est prêt d'accepter de prendre ces informations en fait? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être problématique? On a toujours les bons côtés et les mauvaises. Oui, mais justement peut-être ne pas... Moi j'aime pas les filles qui ont des problèmes. Tu vois, on a tous sur la planète Terre, on a eu tous des expériences en enfance. Et je pense au contraire, c'est très important de partager ça. Comme ça, l'autre personne, elle te comprend mieux, elle comprend pourquoi tu réagis dans certaines situations différemment de ce qu'il attendait, par exemple. Oui, peut-être, ouais, je suis d'accord, peut-être de partager les bons et mauvais moments, mais ne pas faire l'image de la personne qui a que des problèmes. Je pense, c'est ça, à mon avis. Personnellement, donc tu veux le côté positif. Tu veux majoritairement le côté positif. Pour que ça nourrit nos relations. C'est pas juste. Le côté négatif, ça nourrit aussi, je trouve, encore plus. Parce que là, surtout dans les périodes d'Instagram... Allez, on va se confier tous les douleurs, tous les angoisses. Sur Instagram, maintenant, beaucoup de gens disent que des bonnes choses. Et où est-ce qu'on peut vraiment s'ouvrir et parler de deux côtés? On a côté positif et négatif. En fait, ces côtés négatifs, les difficultés qu'on a surmontées, c'est ça qui nous a fait plus fort. C'est ça qui nous a fait un peu diamant. Je pense que c'est même plus important que positif, mais les deux, peut-être pas plus important. Oui, les deux, je pense. Mais vraiment se nourrir de l'image positive. Est-ce que ça vous arrive que vous êtes très dépendant de la vie des autres? Est-ce que vous publiez justement facilement des choses personnelles de vous sur Instagram ou sur les réseaux sociaux? Ah non, dans les réseaux sociaux, non. Mais savoir des infos des autres, ah oui, c'est passionnant. Oui, moi j'ai le côté voici ou le côté voyeur, oui. C'est drôle, c'est important. Non? Donc regarder chez les autres, mais oui, pas partager. Oui, savoir. Bah si, comment dire, savoir les infos des autres, oui, m'intéresse. Par contre, partager avec des personnes que je ne connais pas, c'est un peu plus problématique. Mais moi, j'aime bien aller chercher un peu les informations là où il faut, quoi. Sachant qu'en plus, effectivement, on en a parlé, au niveau des réseaux sociaux, les gens commencent à se dévoiler de plus en plus. Ils vont même très loin, en fait, derrière. Tu connais déjà, ah bah tiens, vous avez déjà mangé hier, vous êtes allé au resto, et puis je sais ce que vous avez mangé. Tu vois, il y a déjà des choses... voilà. Ça donne des idées après, si tu veux aller dans ce resto ou pas. Ouais. Oui. Mais après, est-ce que oui, mais moi j'y étais pas. Elle était là toute seule. Elle était avec quelqu'un d'autre que moi. Donc tu vois, déjà là, il y a le côté bon. Je vais savoir avec qui elle était, quoi. Même si on n'est pas ensemble. Mais si tu partages quelque chose de vraiment personnel et intime, est-ce que ça ne va pas créer une provocation que quelqu'un peut te briser justement? Au contraire, ça enlève. Ça enlève ce point faible parce que tu as partagé toi-même et tu l'as présenté de façon comme toi tu voulais le présenter. En exposant ces côtés faibles, peut-être au contraire, tu te renforces. Est-ce que vous laissez les autres vous définir? Ou faire la critique sur ce que vous faites, sur votre apparence, par exemple? Moi, ils le font, mais quand je suis pas là. Voilà. Ouais, comme tout le monde, quoi. Exactement. Parce que ça aussi, c'est de franchir les frontières des autres. Ouais, je pense que mes amis, ce sont les gens qui, au contraire, qui jugent pas, qui donnent pas de critique. C'est ça qui devient les plus proches. Ici, justement, vous êtes entouré par les gens qui rentrent trop dans vos frontières personnelles. Comment vous réagissez? Est-ce que vous avez une remède? Après, je vais proposer quelque chose, mais... Ça dépend de la situation. Si par exemple, tu viens au travail ou au travail, ton boss te parle mal. Il te dit, tu as fait une toute petite erreur. Il te dit, ah, Katia, à chaque fois, tu fais très mal le travail. T'es pas douée, j'aime pas ton travail, quelque chose comme ça, qui peut te blesser vraiment. Est-ce que tu vas accepter son comportement envers... c'est là où quand tu rentres chez toi, t'en parles à ton copain. Voilà. Mais est-ce que justement, il rentre trop, je pense, dans ses frontières parce que tu peux faire une remarque, mais tu ne peux pas faire sur le travail, mais tu ne peux pas faire la remarque sur ta personnalité globalement. Ouais, c'est plutôt respectueux. Je pense là, il faut vraiment peut-être expliquer ou dire que ça, c'est désagréable, il ne faut pas parler comme ça.
Oui, je pense qu'il faut dire ça. Tu auras le courage de lui expliquer. Ça m'est déjà arrivé, pas critique que j'ai mal fait de mon travail, mais sur la situation générale, j'ai déjà vécu cette situation. Quand le business, par exemple, marche mal, c'est par exemple la faute du marketing ou quelque chose, il n'y a pas de client ou quelque chose, et les personnes commencent à être désagréables envers de tout le monde. Ouais. C'est le problème du virus, là. Oui, donc exprimer sa colère vers les autres, même si les autres ne sont pas coupables. Je pense que c'est mieux de dire, et au contraire, ça crée la complexité, la réciprocité, je ne sais pas comment dire, mais complicité. Comme si tu comprenais la personne quand tu exprimes ça. Au contraire, tu deviens plus proche. Parce que des fois, on a peur de le dire. On pense que ça va mettre la distance et au contraire. Arnaud, Moi, je veux pas de reproches. Voilà, je veux bien de tout. J'apprends tout. Je veux bien comprendre tout, sauf les reproches. Les reproches. En plus, surtout si tu prends le cas en plus du patron. Si le patron te donne des reproches, en général, c'est un problème d'interprétation quelquefois, tu sais. Oui, ça peut être démotivant en fait complètement. Donc c'est là où là effectivement tes frontières personnelles, là à ce moment-là, tu as envie de l'utiliser là. Là à ce moment-là, dis là il y a un grain de sel, je vais un peu regarder qu'est-ce que tu voulais me raconter quoi. Parce que parfois en fait aussi par la peur, par le peur de perdre le travail, par exemple, on a peur de s'exprimer, de dire que voilà, c'est le comportement que je n'accepte pas. C'est pour ça que l'inverse est plus intéressant. C'est-à-dire, j'en ai rien à faire de votre argent, de votre travail, et donc du coup, tu te lâches complètement. Mais c'est très rare de dire ça. Les gens, c'est là, ils se censurent. C'est là où ils ont une frontière. Non, mais c'est vrai, parfois par la peur de perdre même un ami, on a peur de dire non, ou même avec notre partenaire, parfois, on donne des critiques négatives à chaque fois, ou par exemple, la personne est écrivain, ou il est journaliste, et tu dis « Ah bah non, mais j'ai vu ton article, il est mauvais, et je vais te le dire honnêtement. » Et là, quelquefois, tu peux perdre complètement la personne. Effectivement, donc ça dépend. Oui, ça dépend de la manière de le dire. Ça dépend comment tu le dis, oui. Et la critique constructive. Mais si la personne considère que c'est une critique négative et qu'il a du mal à l'avaler, peu importe, quoi, que tu le connaisses ou pas, à ce moment-là, tu sais, c'est ça qui va être très très important, ça en fait. Et tu peux perdre quelqu'un à cause de ça, quelquefois. Et oui, c'est ça. Les métiers d'image, c'est comme ça. Hein. Peut-être c'est mieux des fois de perdre. C'est vrai ? Ouais. Juste pour faire une critique négative ? Non, si la personne te fait une critique négative, tu lui dis une fois, 2 fois et... Oui, si c'est tout le monde négatif, c'est... C'est pas grave, tu perds cette personne, ta vie devient meilleure. On est comme ça, on est libre. Pourtant que tu avais un spectateur pour une fois, c'est dommage. En tout cas, j'ai quelques recommandations à vous donner. Si vous sentez vraiment que quelqu'un franchit vos frontières, tant qu'un couple au travail, déjà, prenez la conscience de cette situation et observez. Est-ce que peut-être c'est vous parfois aussi qui franchit les frontières des autres? Parce que dans la vie, on est comme le miroir. Si quelqu'un vient franchir nos distances, ça veut dire que nous-mêmes, peut-être, on prend l'espace de l'autre. Donc, observez, prenez la conscience. Il faut aussi définir vraiment ce qui est acceptable pour vous ou non, parce que c'est que vous qui pouvez définir vos frontières. Comme tu as dit, Arnaud, tout à l'heure, toi, tu acceptes tout. Mais... Ça dépend je m'en doute. Là, j'ai le droit de dire quelque chose. Oui, là, oui. Parce que ça fait depuis un quart d'heure. En fait, j'avais envie d'arroser les fleurs, là, pour l'instant. Sur ma chemise. Oui, exactement. J'ai envie d'arroser les fleurs, mais bon, voilà. Est-ce que je sais pas si c'est une critique positive, je ne sais pas. C'est mes frontières personnelles, c'est ma chemise. Voilà. Après, bien sûr, commencez à prendre les petites responsabilités. Parfois, si on a peur de refuser à quelqu'un ou si on a peur de prendre la responsabilité totale sur un projet ou quelque chose, c'est que on est trop dépendant des autres et il faut apprendre de prendre les responsabilités sur soi-même et ne pas regarder les autres en attendant leur avis ou leur aide. Et aussi, on peut toujours s'en sortir avec un compliment. Si par exemple, une amie me demande quelque chose, prêter une robe ou je ne sais pas, je peux dire toujours « Ah tiens, t'es déjà très belle même si je ne te donne pas ma robe, mais
moi, je préfère le garder pour moi. Tu prendrais les vêtements des amis? Non, mais ça peut se faire où on te demande de prêter l'argent, par exemple. Parfois, on a du mal de dire non. Il y a les gens qui n'arrivent pas de dire non. Je ne sais pas comme pour vous, mais moi, par exemple, j'ai pris le temps à apprendre à dire non. Et c'est vrai que ça te fait éviter beaucoup de situations. Ouais. Et d'ailleurs, l'argent, on voulait parler tout à l'heure parce que je pense que dans la vie, les deux sujets les plus importants, c'est l'amour et l'argent, comme disait Freud. Il faut aimer et travailler. Katia, tu as quelques conseils à nous donner sur le budget, surtout aujourd'hui dans une situation de crise. Est-ce que peut-être tu as quelques astuces à nous donner? Comment gérer mieux et mieux s'en sortir? Est-ce que vous avez déjà votre budget personnel? Oui. J'ai pas papa et maman, donc oui, j'ai le mien. J'ai mon budget perso. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est pour vous, un budget personnel? Est-ce que vous écrivez chaque jour, vous planifiez vos courses? Pas chaque jour. Parfois, je fais les achats spontanés, mais après, les choses peut-être plus globales. Quand tu peux être budget comme ça, c'est une sorte de loisir que tu cherches ou c'est un budget complet, en fait, derrière et puis après, une réserve d'argent? La prévision. Les en prévisions. gros, vous savez exactement combien vous dépensez pour la nourriture, le transport. Est-ce que vous avez fait ça? Moi, j'ai les chiffres à peu près. J'ai pas les chiffres très précis. Je pense des fois, c'est très intéressant au moins surveiller un mois, par exemple, et voir que des fois, on peut être vraiment surpris qu'on dépense plus ou moins que de ce qu'on a pensé. Oui. Et comment faire? Est-ce que tu as des astuces? Comment vraiment gérer Est-ce qu'il faut tout calculer, vraiment être très précis, ou on peut parfois quand même se lâcher et devoir le plaisir? Oui, je pense qu'il faut tout calculer. Et alors, est-ce que l'homme dépense plus que la femme? Non. Ça dépend de personnalité. Après, c'est vrai qu'il y a les hommes très dépensières, comme les femmes. Il y a tous les cas. Ça dépend vraiment. Je pense qu'une femme dépense plus et un homme gagne plus. Pas toujours. Mais dis-nous, Katia, on t'écoute. Moi, je pense que c'est extrêmement important d'avoir son budget. Dans ce cas, on peut vraiment aussi mieux atteindre nos objectifs. Des fois, on pense qu'on ne peut pas acheter une voiture, mais par exemple, si on calcule combien on dépense dans les cigarettes ou dans le café ou dans le métro, à la fin, on peut se retrouver on peut évaluer nos priorités et par exemple changer, transmettre cette dépense là plutôt mettre et acheter une voiture. Et aussi, ça peut être intéressant de voir ses actifs et ses passifs. Écrire tout ce que vous avez, par exemple, sur votre compte bancaire, combien vaut votre patrimoine si vous avez un appartement. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez prêté d'argent à quelqu'un? Ça aussi, vous pouvez mettre. Et ensuite, vous pouvez mettre votre passif, voir est-ce que vous avez pris de l'argent à quelqu'un à qui vous devez cet argent. Est-ce que vous êtes en rouge à la fin du mois parce que vous dépensez très souvent, vous utilisez le carte de crédit chaque fois. Ça peut même poser un souci. Vous pouvez voir qu'il y a un souci. Et si vous avez un projet immobilier, vous allez réfléchir. Vous voyez combien vous avez déjà et combien vous êtes capable de dépenser vraiment. Vraiment voir les situations. Est-ce qu'en fait, garder ton projet global, par exemple d'achat à la maison ou d'appartement, ça va te motiver de dépenser moins? Est-ce que c'est ça? Pour te protéger contre les achats compulsifs, comment tu fais? En fait, tu passes devant la boutique, tu vois une très belle robe et tu te dis « Ah mon, est-ce que je m'achète une belle robe ou est-ce que je mets l'argent à côté pour m'acheter dans 10 ans l'appartement ?» C'est ça. C'est ça, à ce moment-là, on comprend nos priorités. Si on a fait le prévisionnel, si on sait qu'on a, par exemple, une somme spécifique qu'on peut dépenser pour nos plaisirs, pour le vêtement, etc., là, on réfléchit, est-ce que j'achète cette robe ou j'ai besoin aussi des pantalons et le blouse, j'ai prévu ça. Bon, j'achète plutôt cette robe. Et on ne se sent pas coupable. Mais si on n'a pas cette prévisionnelle, là, on va se sentir coupable. Donc, ça enlève aussi toutes les émotions négatives. Cette culpabilité, ça enlève le stress. Quand on ne sait pas, par exemple, 2 semaines passées, on n'a plus d'argent et il faut encore vivre 2 semaines. Comment on fait? Et donc, si on prévoit, on sait. C'est aussi intéressant de voir ses mauvaises habitudes. Par exemple, on pense qu'on fume trop ou on mange trop de sucre. Là, on peut exceptionnellement surveiller nos dépenses, pas par exemple en global, nourriture, mais séparées.
Je dépense tant pour les fruits, je dépense tant pour la viande, je dépense tant pour le sucre. On peut faire des expériences. Des fois, on pense que manger sain, ça coûte trop cher. Et là, on fait une expérience, une vie en mois, on compare nos deux budgets et on peut voir à la fin que finalement, non, peut-être pas. Ah oui. Ouais. Et comment on peut commencer? Déjà, on peut prendre tous nos comptes. Souvent, maintenant, on paye par carte de crédit, donc c'est assez facile de surveiller combien on dépense. On prend aussi le compte de notre mari. On peut, si on a. C'est toujours plus simple de commencer tout seul. En couple, ça commence un petit peu plus difficile. Ouais. Et donc, on évalue tous nos dépenses, on commence à écrire, on peut utiliser les utiles. Et à la fin du mois, on peut évaluer déjà. Quand tu parles des utiles, tu utilises, je sais pas, un tableau Excel, tu fais les applications, quelque chose. Qu'est-ce qui t'aide? Moi, personnellement, j'utilise une application sur le téléphone. Ça veut dire que... Et j'utilise cette méthode de 2 minutes. En gros, dès que tu sors du magasin, tu écris tout de suite. Comme ça t'enlève ce petit poids, mais ça enlève quand même ça de ta tête. Donc, toutes tes dépenses de la journée, tu les notes? Oui, directement. Tu payes quelque chose, tu notes. Certaines personnes préfèrent utiliser à l'ancienne, écrire un cahier, utiliser un cahier. Certains gens font sur Excel, sur Microsoft, ils proposent des modèles. Des gens qui gèrent sur Internet. Chacun fait différemment. Vous fonctionnez comme ça? Vous avez tout le temps à chaque fois des trucs de notes, etc. Vous fonctionnez comme ça? Oui, c'est très facile. Si à la limite tu connais, si vous avez un salaire de 15 000, je veux bien croire. Mais enfin, quand on a du 2-3 000, on peut pas faire grand-chose. Pourquoi? On connaît déjà en général son budget, en général. Tu vois, en général, tu peux le prévoir en avance, mais je sais pas si tu as besoin d'écrire. Est-ce que tu peux dire combien tu as dépassé pour la nourriture le mois dernier? Est-ce que tu as le chiffre exact? Je ne te demande pas de dire le chiffre, mais est-ce que tu as l'idée dans ta tête? Non, mais je suis à peu de choses près, ouais. Oui, parce que c'est toujours pareil. Quand tu vas faire les courses tous les 3-4 jours, tu vois. Mais j'ai bien aimé l'idée de Katia que tu peux écrire à l'avance tout ce que tu dépenses pour le plaisir, par exemple, et tout ce que tu veux mettre d'à côté. Comme ça, tu te culpabilises pas si tu achètes quelque chose pour le plaisir, par exemple une jolie robe, et tu sais aussi que tu as la somme que tu dois vraiment mettre de côté pour tes projets futurs. Ouais. J'ai bien ça. Et alors, du coup, vous recevez combien par mois? Non, mais c'est vous de votre côté. C'est ça, c'est une question de budget. Beaucoup. Oui, ça dépend. Surtout si on travaille en indépendant, là, ça varie chaque mois. Et ça, ce qui s'est arrivé avec Et ils vous achètent quoi? Ils vous achètent quoi tous les mois? Ce qui est arrivé avec Coronavirus, c'est que j'ai aperçu dans mon entourage, en fait, ça dépend pas combien tu gagnes. J'ai pensé qu'en fait, c'est plus important pour les gens qui gagnent peu, comme ça, ils peuvent prévoir. Et même les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas acheter un appartement, là, ils peuvent voir que finalement, peut-être je peux, si j'arrête de faire ça, ils font une expérience, ils arrêtent de fumer ou quelque chose, ou faire les trop dépenses, de gâteaux ou trop de vêtements. Quelques mois, ils voient que, ok, j'arrive à mettre de côté, ils arrivent à avoir ces 10% d'apport, et là, ils sont même plus crédibles devant le banquier. Ils montrent qu'ils fonctionnent comme une entreprise, ils ont leur crédit, ils peuvent vraiment prévoir leurs dépenses. Là, le banquier, il va leur faire plus confiance, il voit que vous gérez, vous avez du contrôle. Et ce que j'ai aperçu avec Coronavirus, que les gens, ils n'ont pas de trésorerie. Et on peut dire qu'en France... Oui, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens ont resté sans. Oui, et on peut dire en France, on est en sécurité, que tout fonctionne très bien, et l'économie, elle tourne, qu'il y a les aides, qu'on peut tourner toujours vers ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai aperçu, que non, en fait, c'est pas le cas. C'est surtout les gens qui gagnent bien, qui sont moins protégés, en fait. Ah oui? Oui, c'est que j'ai aperçu que les gens qui ont leur entreprise ou qui travaillent en indépendant, comme les consultants, c'est eux qui avaient des soucis. C'est eux qui avaient les crédits, qui étaient très stressés. On ne sait pas combien ça va durer. Parce qu'on n'a jamais se retrouvé dans une telle situation. Ouais. Et c'est pas comme si tu avais une salaire. Là, tu n'es pas couvert. Tu ne reçois rien. Et donc, comment tu payes ton crédit si tu n'as pas prévu, si tu n'as pas mis un peu d'argent de côté? Donc, c'est toujours conseillé, avant d'investir, peut-être mettre quelques mois en réserve, mettre de côté. Et comme ça, tu es toujours à l'esprit tranquille. Et si, par exemple, l'entreprise, elle se ferme, ou tu veux voyager, ou tu en as marre,
ou tu as un souci personnel, tu as un accident, quelqu'un dans ta famille a un accident, tu sais toujours que tu as cet argent-là et que tu es libre. En fait, tu es libre. À n'importe quel moment, tu peux dire ah en fait, j'ai envie de suivre une formation, j'ai envie de me reconvertir et je ne vais pas souffrir. Je vais toujours vivre comme j'ai vécu. Cette formation va me prendre 6 mois. Ok, cool, je peux le faire. Et ça, c'est pas mal, c'est libre, ça vous permet vraiment de contrôler votre vie. Après, vous avez les dépenses accessoires ou les dépenses vitales. Voilà, les dépenses accessoires, c'est vraiment une marge de manœuvre pour atteindre vos objectifs. Accessoires, tu veux dire quoi, les dépenses accessoires? Par exemple, voilà, les cigarettes. Elle insiste sur les cigarettes aujourd'hui. Oui, c'est tout ce qui me vient à la tête. Mais tu sais, tous les mauvaises habitudes, ça peut être ça peut prendre bien notre budget. Ouais, quand vous prenez une cigarette, vous réfléchissez, est-ce que j'ai vraiment envie de fumer ou je veux cette voiture-là? T'as vu combien ça coûte, fumer? Ouais. Oui. À la fin, ça revient peut-être plus intéressant. Et après... Qu'est-ce que je peux vous raconter? Est-ce que, par exemple, les femmes, je ne sais pas s'il y a la différence dans la psychologie, est-ce que les femmes, elles sont plus on a tendance plus de dépenser, est-ce qu'on est plus, comment dire, est-ce qu'on font plus des achats compulsifs? On est plus dans cette... Je pense pas. Je pense que pour les hommes, quand même, un homme, il voit son objectif et il va direct. Alors qu'une femme, parfois, voilà, elle peut être séduite par les jolies choses, acheter une cosmétique, de se faire les soins beauté. On est un peu plus difficile à gérer le budget. Ou des fois, au contraire, certains femmes font plus d'attention et ils font vraiment... Dans la tête, automatiquement, j'ai l'impression que les femmes ont plus cette sens du budget. Ah oui. Ils réfléchissent, ils planifient. On a cette liste de courses quand on va acheter pour l'alimentation. Ouais. On a toujours cette liste de courses. Des fois, on veut se faire plaisir, mais très souvent, on veut se faire plaisir quand on est malheureux, je trouve. Ouais, pour compenser un peu. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi, ça pose... tu peux te poser la question, si tu as vu que ça a augmenté, tes dépenses dans les vêtements. Là, tu peux te demander... À quoi ça peut être lié? Peut-être mon copain me parle mal ou au travail. Oui, c'est vrai, d'analyser pourquoi tu achètes quelque chose. Est-ce que tu en as vraiment envie ou est-ce que c'est juste un surrogat, comme on dit? Et d'ailleurs, si vous faites un budget dans le couple, ça peut enlever plein de soucis parce que souvent, les gens se disputent à cause de ça, à cause de dépenses. Et comment d'ailleurs éviter? Est-ce que tu as un conseil à donner? Comment on peut se mettre d'accord? Par exemple, une femme ou un homme, il veut acheter une maison. Ou au contraire, une femme veut acheter une maison, un homme veut acheter une voiture. Et chacun n'est pas d'accord, chacun pense que c'est la priorité. Là, il faut discuter, je pense. Ça, il faut même avant de se mettre en couple, parler de ces priorités, des objectifs. Mais un moment que vous êtes en couple, là, vous pouvez avoir un compte commun. Ouais. Et votre argent personnel de côté, comme ça, si quelqu'un veut acheter une maison ou une voiture, une voiture, c'est plus simple. Peut-être une maison, c'est aussi la séparation de patrimoine quand vous n'êtes pas séparés, s'il y a un qui cotise et l'autre non. On prévoit de se séparer. Oui, un divorce, oui, il faut toujours prévoir. Un divorce, l'autre va quand même avoir l'autre moitié, donc il faut faire attention à ça. Donc même si on est en couple, c'est bien quand même pour une femme d'avoir son budget personnel, d'être autonome. Et vous les hommes, vous êtes silencieux aujourd'hui. Comment vous gérez votre budget? Moi j'avais envie de réagir sur un truc. Pour les achats compulsifs, je pense qu'ils sont plus du côté des femmes plutôt que les hommes. Mais pour rééquilibrer, je pense que... les hommes ont plus de mauvaises habitudes. Non, c'est-à-dire que moi, pendant 3-4 mois, je fais rien. Et puis tout d'un coup, c'est là où je crame tout d'un coup. Tu comprends? C'est peut-être aussi psychologique, comme ça tu fais rien, tu te cumules un peu d'argent et après tu as envie de la dépenser peut-être. Bah oui, c'est peut-être pour ça. Voilà, mais oui. C'est pour ça aussi. Non, c'est parce que tu disais dans l'argumentation là tout à l'heure, tu disais on a peut-être tendance nous les femmes, c'est ça, à acheter de façon compulsive, etc. Moi je dirais non de mon côté, mais
c'est ce que je dis, je me rattrape tous les 3 ou 4 mois. Tu vois, je sais que j'ai pas rien acheté pendant 3 mois et donc du coup, tiens, voilà, tu vois, voilà. J'ai acheté la voiture et la maison en même temps. Tu vois, c'est tout d'un coup. C'est bien. Mais c'est pour ça que comme j'ai bien aimé la méthode de Katia, que tu crées tout et même tout ce que tu dépasses pour le plaisir, après tu sais, même si tu fais un achat compulsif, tu sais que voilà, cette somme-là, tu peux le dépenser comme tu veux. Et aussi l'achat compulsif. Pour les hommes ou pour les femmes, on a les nécessités et les achats vitaux qu'on définit autrement. Certains ont défini les ordinateurs super puissants, les drones, les choses comme ça, comme vital. Donc, après, oui, chacun sait. Parce que je pensais à ça sur ton sujet, est-ce que c'est une question de privilège ? Parce que est-ce que la personne qui est ultra privilégiée se rend compte en fait de son budget ou pas ? Privilégié, c'est-à-dire je sais très bien que je suis à l'aise financièrement dans la vie. Je connais la moyenne des gens, je sais que je suis au-dessus et donc du coup je ne me pose plus de questions en fait financièrement par exemple. Ça dépend pas de notre niveau, combien on gagne, parce que dès qu'on commence à gagner plus, on commence à dépenser plus, donc ça s'ajuste. C'est notre façon de prendre les décisions, notre façon de dépenser, n'importe combien on gagne. Les besoins grandissent avec les... Exactement, ça sera jamais assez. Voilà. Mais ça fait grandir, ça fait motiver. Tekos, t'as un commentaire ? Si mon micro marche, oui, il marche. Allô, on t'entend, oui, vas-y. Oh, merde, comment tu gères ton budget ? Est-ce que tu as des astuces déjà, je à veux revenir partager ? sur ce que tu as dit, c'est pas le besoin qui fait la dépense, c'est l'envie qui fait la dépense. Oui, l'envie, pardon, c'est pas le bon mot. Parce que le besoin, c'est le besoin. Si tu as besoin de manger, même si tu n'as pas de thunes, tu vas trouver un moyen de manger. Donc, bref. Moi, tu n'as pas besoin d'avoir des baskets toutes les semaines. C'est pour ça que je te parle d'envie et pas de besoin. Ah, pardon. C'est pour ça que je disais que l'envie donne la dépense, c'est pas le besoin. Oui. Et tout ce qu'on fait, pas que dépenser d'argent, on fait par envie. Oui, parfois par besoin aussi. Par obligation. Comme on disait que la femme veut acheter une maison et l'homme non, là c'est l'obligation. Mais du coup, c'est un besoin. Avoir un toit sur sa tête, c'est un besoin, c'est pas une envie. Et c'est plus une envie. Ouais. Par contre, avoir une villa ou un appartement, ça c'est une envie. Ou une envie de faire plaisir à sa conjointe. Ou un yacht, hein. Oui, un yacht. Un yacht, je sais pas. Tout à l'heure, elle disait soit on achète la baraque, soit on achète la voiture, t'achètes un camping-car, t'as les deux, hein, c'est réglé comme ça. Hein. Après, c'est le style de vie. Ouais, c'est autre chose. Mais au moins, t'as la maison et la voiture. T'as les deux. Comme ça, tout le monde est content. Blague à part, moi je suis très budget. Je budgétise pas mal. Elle est où la blague ? Comment tu fais ? Il n'y a pas de blague. Comment tu fais pour... De tête. Je note rien de tête. Je consulte tous les jours mes comptes une fois par jour et après je sais... une fois par jour ? Ouais. Mais je suis pas dépensier de nature, donc c'est pas... Donc je suis pas le meilleur exemple. Tous les jours, tu regardes ? Ouais. Vous regardez tous les jours ce que vous faites. Même si j'ai pas dépensé depuis 8 jours, je sais que j'ai pas dépensé une thune depuis 8 jours, je regarde quand même. Au cas où il y a des fraudes ou des trucs d'arnaque ou des choses comme ça, parce que ça arrive beaucoup maintenant. Je regarde, je vérifie. On sait jamais. Ça prend 3 secondes à vérifier, c'est pas grave. Par contre, je peux passer des 6 jours sans claquer 1 euro. Parce que j'ai pas besoin, ou parce que mes courses sont faites, ou parce que voilà. Et il y a des jours, effectivement, j'ai claqué 300 balles d'un coup. Parce que tout s'est regroupé d'un coup et qu'il fallait ça et ça. Il y a eu des envies peut-être dans le chemin. Des achats compulsifs. Mais voilà, mais je sais par contre, quand j'ai claqué 300 balles, c'est que j'ai les 300 balles. C'est qu'après, je vais pas avoir la nécessité de 300 balles derrière. Il y a le crédit de consommation. Non, c'est la pire chose. C'est la pire chose à 20%, qu'on ait pu créer. À 20%. Non, après la religion, c'est la pire chose qu'on ait pu créer le crédit. Non, je suis d'accord avec toi. Ça dépend. Le crédit, si vous, par exemple, achetez une voiture, après, ça peut aider parfois. Ouais, ça peut être actif ou passif. Vous calculez, est-ce que c'est rentable pour vous ? Si combien vous dépensez par mois maintenant et plus de ce que vous allez dépenser en achetant la voiture, en payant le crédit, ah oui, là, vous gagnez. Il faut acheter la voiture. Mais si vous dépensez moins et vous achetez une voiture, vous avez plein de soucis, il faut l'assurance, il faut la garer, surtout à Paris, et vous comprenez qu'en fait, je dépense moins si je loue une voiture ou je prends un taxi. Ben non, mais il faut toujours mesurer. Et des fois, ça, on rentre dans les investissements. Au contraire, le levier, c'est très important de l'utiliser. Si vous achetez une maison ou vous le mettez en location, là, vous avez un revenu passif. Si vous arrivez à trouver un bon il faut bien analyser si ça sera Sauf que moi, je vais expliquer juste pourquoi je dis le crédit, rapidement, pourquoi je dis que le crédit, c'est une mauvaise création. C'est que le crédit engendre dans le cerveau le fait qu'on peut avoir de l'argent facilement. Oui.
Et donc on enchaîne un crédit, puis 2 crédits, puis 3 crédits, puis 4 crédits, 5 crédits, 6 crédits. Je suis d'accord. Il y a des gens en France qui se retrouvent avec 11 crédits à rembourser par mois. Crédit de consommation aussi. Là, c'est horrible. Le principal, c'est celui-là, mais c'est des crédits de consommation, donc c'est 100 balles. Donc on se dit, j'ai 100 balles, quoi. Ouais. On se dit pas, j'ai 100 balles à rembourser, plus les intérêts. Ouais, les je suis d'accord. C'est pour ça, c'est bien de faire le budget et voir si à la fin du mois, chaque 2 mois, 3 mois passés, si vous avez un déficit ou un excédent. Et là, ça peut vraiment... vous allez voir le problème bien avant que ça arrive. Avant d'enchaîner tous les crédits de consommation. Et le but, l'étape première, c'est fermer clôturer tous les crédits de consommation. Ensuite prévoir... Ça mettre à côté. Oui, mettre de côté pour votre sécurité personnelle. Et ensuite, déjà, voir est-ce que vous pouvez investir dans les crédits sains, acheter une maison, quelque chose. Comme ça reste pour vos enfants. Oui, dans les projets globaux. Oui. C'est très bien, je pense. Moi, j'ai appris des choses aujourd'hui. Je pense que je vais essayer d'écrire tous les jours ce que je dépense et voir à la fin de... Je vais voir avec le curateur, moi, de mon côté. Ouais. Pour commencer, je conseille de télécharger l'application, par exemple Spendy. Ouais. C'est ce que j'utilise. Et il y a d'autres... CoinKeeper, il y a plein. Et c'est très, très intéressant de voir les graphiques. C'est très beau, très, très visuel. Vous allez voir amusant aussi. Oui, c'est assez amusant. Beaucoup de banques françaises maintenant se sont lancées dans les petites applis comme ça aussi, internes au compte bancaire. Oui. Je vois par exemple, alors je crois que c'est la BNP, Société Générale qui le font dans leur appli. Ils ont l'appli budget où justement ils concentrent parce que eux forcément ils ont c'est le service bourse qui est bien, c'est plus intéressant. Ouais, mais ça c'est autre chose parce que la bourse c'est pas un besoin, c'est une envie. Le but c'est que ce soit rentable, c'est ça. Voilà, le but c'est rentable, mais c'est pas un besoin. T'as pas besoin de mettre de l'argent en bourse pour vivre. Au contraire. Ça c'est un objectif. Si vous voulez mettre de côté, là c'est autre chose. Mais avant les de GAFA, mettre d'argent en bourse, faut miser sur les GAFA. Ça marche bien. Tout le monde mise sur les GAFA. Maintenant 1 euro c'est 1 euro, donc bon, ça sert à rien. Mais bon, bref. En tout cas, les finances c'est comme les relations, ça s'apprend, je pense, à gérer son budget et vraiment. Et ça coûte cher aussi. Et savoir construire son patrimoine, c'est... Moi, mon curateur, il m'a dit non. Comment je fais? Pardon, les curateurs. Ok, aujourd'hui, les sujets sérieux, mais on va parler tout à l'heure, un peu pour se détendre, on va parler de l'amour en vacances. Comment trouver votre amour pendant vos vacances? C'est Arnaud qui sera qui va nous apprendre tout à l'heure. Et tout de suite, une pause musicale et on revient dans quelques minutes. Et vous êtes de nouveau chez Bonjour Chérie sur RM Radio. Je suis en compagnie toujours de Arnaud, Tekos et Katia. Aujourd'hui, on parle des sujets sérieux. Comment préserver vos frontières personnelles. Comment gérer votre business. Et maintenant, je veux passer au sujet plus... plus calme, plus peut-être agréable. C'est ça, peut-être moins pratique. C'est le sujet féminin de la journée, c'est ça? Non, plus léger, elle voulait dire. Plus léger, voilà. Merci, Tekos. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah bon? Tu sais, Olga, non, mais effectivement, j'ai choisi mon sujet, j'ai trouvé amour de vacances. Mais c'est pas futile que ça. Non, c'est très d'actualité. On part quand même un peu en vacances, voilà, même en France. Et puis les vacances, ça se budgétise. Hein. On est... exactement. Et voilà. Et oui. Alors déjà, je vais peut-être expliquer l'influence peut-être de ma chronique, parce que 2 choses. D'un, pour des films que j'ai vus il y a très longtemps. Il y a par exemple le film Mon père, ce héros, un truc avec... Virginie Le Doyen, je ne sais pas si tu connais, ou Depardieu. Ah oui. Gérard Depardieu, il était dessus. Il y a le film Scout toujours aussi. Avec Jugnot. Voilà, Gérard Jugnot. Et puis, dernièrement, il y a un film, c'était il y a 1 an ou 2, le film MILF. Avec comment il s'appelle Axel Lafont, et c'était très drôle, et donc ça m'a donné une influence en fait là-dessus, et dit tiens, je vais faire un petit sujet en fait sur l'amour de vacances, et puis je suis arrivé tout de suite sur une chanson sur le soap opéra on avait nous de notre côté, un truc qui s'appelait Premier baiser. Tout au début, on était tout jeunes, on avait 11 ans, 12 ans, et puis on regardait cette petite série à la con. Et puis, il se trouve que les gens, en fait, les acteurs, ont fait aussi, ils ont fait des chansons. Alors,
voilà pourquoi ça c'est venu comme ça. Inspiration. Je sais qu'Anthony connaît. On en a parlé il y a 30 secondes. Christophe Ripper. Voilà, c'est cet acteur-là. Alors, c'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin dont l'indolence rend orphelin. Ça, c'était sa chanson, en fait, au début. Je pensais que c'est à toi. Hein? Je pensais que c'est à toi. À moi? Le côté orphelin, peut-être? Pourquoi? Mais voilà ce que c'est, amour de vacances. Parce que quand on pense à ça, effectivement, que nous reste-t-il des amours de vacances? Et si on devenait amis? Parce que les gens qu'on croisent en vacances, pourquoi pas, ils pourraient devenir en fait des amis, ou alors des amis en fait, voilà, à chaque fois, chaque année, hop, paf, se retrouver au même endroit. Parce chaque année un nouveau ami, un nouvel ami. Non, ou alors le même. Eh oui, j'ai vu ça aussi. Et les petites aventures amoureuses, c'est peut-être pas que des amis. La bande de potes de juillet-août, quoi. Effectivement, est-ce que le faire durer ou pas? Parce que souvent, des amours de vacances, en général, c'est le temps de l'été et puis c'est tout, en général. Et encore, c'est peut-être le coup de 3 heures ou 4 heures et puis c'est tout. Après, ça dépend aussi avec quelle motivation on part en vacances. Si vraiment tu y vas et tu penses, ah tiens, je vais me profiter, peut-être avoir une aventure amoureuse, ou peut-être t'as rien prévu, tu voulais juste te reposer et bam, tu rencontres une personne de ta vie. Ça te tombe dessus comme les factures. C'est parfait ce que tu dis, parce que effectivement la question de cette chronique, c'est amour de vacances, passion ou désillusion. Hein? Parce que déjà, quel est l'intérêt en fait? Pourquoi succomber dans un amour de vacances? Parce que le but, c'est quoi? C'est soit c'est une histoire de cœur, soit c'est une histoire de cul. Hein? Soit c'est ou les deux, pourquoi pas? Parce que l'idée, c'est de toute façon faire des rencontres. Alors, l'amour, j'ai vu ça sur un internaute. L'amour est une affaire de temps libre. Il faut avoir du temps pour avoir l'amour, pour le chercher aussi. Tu veux dire que dans la vie, si on n'est pas en vacances, on n'a pas trop le temps de penser à l'amour? Quelquefois, oui. Souvent, c'est ça. D'où l'idée, effectivement, de faire ces fameux amours de vacances. Mais comme ça, tu peux partir avec ton partenaire. Non, parce que tu vas le retrouver, justement. Tu reviens avec ton partenaire, c'est l'inverse. Pourquoi succomber, déjà? Surtout pour la pression sociale. Là, on a vu, c'est très tendu là, ces derniers temps. Et puis, en septembre, ça va être la rentrée. Je sens bien... il va y avoir des choses, des mouvements sociaux, etc. Donc, c'est très important. Là, il vous reste encore un mois et demi, pour aller chercher votre amour de vacances. Allez, dépêchez-vous. Eh oui. Alors... L'état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit, surtout, pour l'amour de vacances. La disponibilité. Confiance en soi. Ça, c'est très important. Être en bonne humeur. Le charme naturel. Ah oui. Oui, charme naturel. On a aussi la répartie, ou la repartie, ça dépend comment on le dit. La répartie, c'est pour pouvoir répondre, faire du ping-pong, etc., pour jongler, pour pouvoir tchatcher la meuf, par exemple. Tu vois, tchatcher la meuf, je sais pas comment on dit en russe, mais bon. Tchotchou la meuf. Exactement. Important aussi l'humour. Très très drôle. Oui. Tiens, voilà, on a vu, tu vois. Tu t'as dit quoi là? Rien, j'ai dit la merde. Voilà, mais c'était très drôle, c'est très drôle. Humour russe, c'est ça. Ouais, humour goulag surtout. En gros, grosso modo, pour faire l'amour de vacances, c'est très important la sérénité. Et la capote. Oui, D'ailleurs, chez IRM, on en a. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Confiance en soi, charme naturel, repartie, humour et sérénité. En conséquence, ça va donner en fait la gentillesse, la personnalité, l'intelligence, la différence d'âge, c'est pas très grave. La différence sociale, on oublie. Là, à ce moment-là, on va dire, tu viens des bas-fonds, tu viens de faire une grande petite bourgeoise. Là, à ce moment-là, c'est pas grave. Tant qu'elle est vivante, ça va. Ouais, exactement, oui. Elle a 70 ans, tu en as 40. Ah, c'est une expérience de plus, voilà. Je dirais. Et un arrêt cardiaque supplémentaire. Le vide, tu sais. Hein. Ce qui est important aussi pour l'amour de vacances, c'est important aussi, c'est la relation atypique. Hein, ça peut être...
C'est-à-dire ça te fait sortir de ta réalité. Voilà, bah écoute, Edith, 70 ans, hop, relation atypique, par exemple. Ça peut changer complètement. Aussi, très important, les jeux de séduction. Vous avez l'habitude d'être à Paris, vous êtes en ville, etc. Et c'est très difficile de sortir de l'ornière. Et bien donc, du coup, vous avez la possibilité de faire un jeu de séduction. Vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas dans votre milieu d'habitude, et donc du coup, vous allez pouvoir vous sortir de votre confort. Le confort. Exactement. Et puis, il y a des choses que vous n'allez pas faire d'habitude. Par exemple, des batailles d'eau. Bah oui, il fait l'été, l'attraction, les jeux de séduction, le concours de t-shirt les regards appuyés ou les regards furtifs, les gestes, les frôlements, tout ce qui est messages non verbaux. Ça, c'est très important, ce que vous faites pas forcément à Paris ou en tout cas en ville. Bah voilà, vous avez plus le temps. Et là, à ce moment-là, pendant l'été, ces fameux messages non verbaux. Alors, en général, l'amour de vacances, ça doit être intense, éphémère. Il faut qu'il y ait absolument aucun enjeu et sans prise de tête. Sinon, ça va pas aller. L'idée, c'est protéger son cœur et son esprit. Vivement l'insouciance. Comment on dit insouciance en russe? Je crois pas que les Russes nous écoutent. Écoute, je ne sais pas. On apprend les Russes avec tout le monde. Avoir aussi une confiance à son partenaire. Très très important aussi. À ton nouveau partenaire. Partenaire. Oui, si on est insouciant, on peut faire confiance. Hein? C'est pas contradictoire. Si. Non, parce que l'insouciance, c'est dans les gestes. Tu peux te dire, allez, l'amour rend fou, et puis je vais sauter d'une falaise de 10 mètres. Ça, c'est insouciant. Mais par contre, t'as confiance, parce que tu sais que si tu te loupes, t'as la partenaire au-dessus qui va venir. Tout va bien. Tout va bien passer. Pourquoi faire un amour de vacances? Surtout pour un joli souvenir. Oui. Après, peut-être ça va continuer aussi. Justement, on ne sait pas. Les bottes de paille, le bal d'été, les promenades en barque, la grande roue d'une fête foraine, ou les confidences à la belle étoile. C'est ce que tu fais pas à l'année. Et ben voilà ce qui Pourquoi pas? Bah oui. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais des promenades en barque? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait des promenades en barque? J'ai dormi sur un barque le mois dernier. C'est vrai? T'as dormi? Vers Montpellier. Et vous avez fait les confidences à la belle étoile? La confidence à la belle étoile? Ouais. Tu sais, je pense qu'on est arrivé trop tard. Tu regardes le ciel. Je vais plutôt faire du yoga le matin. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de déclaration et de... Et si... Non. Oui. L'intérêt, de l'amour de vacances, en général, c'est fini les disputes. Il y a moins de disputes en général en vacances. Au contraire. Et c'est bizarrement les déclarations d'amour très enflammées. Bon, on prend notre temps. Bah oui, puis tu grattes pour rien, mais tu le fais, ça te fait du bien, ça fait 10 ans que t'as pas fait des lettres d'amour, et donc du coup t'as envie de recommencer, et là je m'adresse vraiment aux beaux gosses et aux canons. Et c'est pas à qui il y a des gens ici. Les meufs qui s'y présentent quoi. Alors oui, pourquoi? Parce que amour, il faut rajouter en plus pour les beaux gosses et les canons, des tenues plus légères. Parce que vous savez jouer en fait de votre corps. L'expression corporelle et sensuelle, le côté sensuel très important. Le look et l'apparence physique, ça c'est très important pour ces gens-là. Ouais. Ils ont l'impression d'être à ce moment-là comme au cinéma. Et là, je vais enchaîner aussi sur la sexualité récréative. Parce que c'est l'intérêt en fait de l'amour aux vacances. La sexualité récréative. C'est les moments excitation. Il faut avoir un bon teint. Chaude soirée d'été, faire la cour, aller l'embrasser, céder à leurs pulsions, baiser et coquillage, l'amour à la plage, se rouler des pelles, par exemple au Cap d'Agde, des passions torrides sous les tropiques, à la James Bond, avec Opération Tonnerre ou Bon baiser de Russie, rien que pour vos yeux, ou alors l'intérêt de l'amour en vacances, c'est le plan A3.
Ben oui, le fameux plan A3, la fameuse céréale. Là, tu vas très loin. Ben oui, mais c'est le céréale fuckeuse. Le céréale fuckeuse. Accepter sa propre nudité, accepter la nudité de l'autre. J'ai vraiment marqué ça, oui. L'idée, surtout, sans engagement. Alerte, attention, j'ai marqué, l'attachement et le projet ne font pas partie de ce genre de relation. Hein, c'est juste un coup de 2-3 jours ou de 15 jours et puis c'est tout. Attention à la fameuse peine d'amour, à la blessure sentimenteuse ou rupture amoureuse, le chagrin d'amour, le cœur brisé, la fin de la romance comme un symbole, rupture au bord d'une piscine par exemple. Effectivement, on est en amour de vacances pour une bonne note, se promettre de s'écrire, se transformer en belle amitié, se jurer de se revoir et demeurer fidèle. La réalité est souvent tout autre, souvent à cause d'un obstacle, les kilomètres qui nous séparent de notre bien-aimé. C'est effectivement comment ça se termine en général en amour de vacances à cause de la grande distance. En conclusion, en amour de vacances, vivement l'amour de vacances. Pourquoi ? Pour l'ego, le moral, la santé, pas plus, pas moins. Tu vois, Olga, parce que j'avais préparé aussi ça, on va finir par ce qu'on a commencé, c'est-à-dire par un extrait d'une chanson de Christophe Ribert. Je t'ai laissé t'en aller. Ta voix, ton odeur, ton regard, je suis pas prêt de l'oublier. Il est trop tard, je le sais bien, pleurer ne servirait à rien, j'aurais dû tout faire pour te garder, mais je t'ai laissé t'en aller. Il est trop tard et tu es loin, mes prières n'y changeront rien, j'aurais dû tout faire pour te garder, mais je t'ai laissé t'en aller. Bonjour chérie, l'émission qui chante un amour de vacances, ou l'émission qui préfère boire du Ricard parce que Christophe Ribard, ça a bien vieilli tout cas. Voilà. Bon, je pense qu'il est trop tard parce qu'on a malheureusement terminé notre émission. Oui, je vois ça, un petit mais je pense que Arnaud, tu n'as vraiment donné l'envie de partir en vacances d'amour. Ouais. Ah oui, le plan A3, ouais. Non, tu vas partir après, toi, tu t'en vas, non? Non, bizarrement, je reste là tout l'été. Ah, tu vas faire les caméras. Vas-y, on mettra ça sur les réseaux sociaux. Non, à éviter. Non, mais en gros, ce que veut dire Arnaud, c'est qu'un amour de vacances, c'est un amour sans budget commun. Voilà. Très bien. Bon, on a évoqué des sujets très intéressants aujourd'hui, les frontières personnelles, le budget, les vacances d'amour. Si vous voudrez revoir notre émission, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube IRM.radio. Bonjour chérie. C'était Bonjour chérie avec vous et sur ces mots, je termine notre émission. Je vous souhaite très belle semaine et à très bientôt.